Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons des actualités intéressantes cette semaine-ci, même si en réalité, il n'y a pas trop de news pendant le mois d'août, c'est plutôt calme, et puis ça reprend en septembre avec évidemment par exemple l'événement Apple qui arrive. Mais on a quand même des news intéressantes, avec notamment le fait que Disney veut faire la même chose que Netflix au niveau du fait que restreindre les gens qui partagent leur mot de passe. On a aussi des news niveau graphique avec les RX 7800 XT qui arriveraient très bientôt, et ça, c'est pas pour la Chine, c'est pour le monde entier, ainsi que même peut-être les 7700 XT. On a aussi des news au niveau tout et n'importe quoi, par exemple un superconducteur mais qui fonctionne à température ambiante, ça c'est très scientifique, ça passe totalement au-dessus de ma tête, mais je vais quand même essayer de vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire et pourquoi c'est aussi pourquoi beaucoup de gens sont très intéressés, et plein d'autres news. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Commençons tout de suite. Mais avant ça, ce début de vidéo est sponsorisé par Wondershare et leur logiciel de montage Filmora. Si vous ne connaissez pas Filmora, c'est certainement le meilleur logiciel de montage pour les débutants, mais aussi ceux qui veulent devenir plus professionnels. Son interface est simple et claire à utiliser pour même les débutants. Vous pourrez donc faire des montages allant de celui de base où vous faites une simple vidéo à un montage hyper complexe. Vous avez plusieurs pistes sonores, plusieurs pistes vidéo, des effets très avancés. D'ailleurs, en parlant d'effets, Filmora en a énormément, et vous avez aussi des effets qui sont accélérés par IA. Notamment, vous avez un effet qui vous permet de sélectionner automatiquement le contour d'un objet ou d'une personne, ce qui permet de l'isoler sans avoir même un fond vert. Vous avez aussi la gestion des fonds verts directement intégrés dans le logiciel, des titres en veux-tu en voilà qui sont automatiquement configurés, qui sont magnifiques, donc pas besoin de s'embêter là-dessus. Et en plus, vous avez plein de templates qui vous permettent de facilement faire des transitions, afficher ce que vous voulez à l'écran. Cela vous permet donc de faire un montage professionnel en un rien de temps et simplement. Et si ce n'est pas assez pour vous et qu'il vous faut des images pour illustrer quelque chose, Filmora a aussi Filmstock qui vous permet d'avoir des images peut-être de Paris, de la Tour Eiffel pour illustrer n'importe quoi. N'hésitez donc pas à découvrir Filmora dès maintenant et l'essayer. Vous pouvez l'essayer gratuitement et faire un petit montage pour voir ce que ça donne. Vous aurez un lien dans la description, et encore un grand merci à Wondershare d'avoir sponsorisé ce début de vidéo. Ah oui, pour les plus observateurs, oui, le PC est revenu derrière parce que j'ai fini de tester d'avoir une carte graphique pendant plus de 30 jours. Maintenant, j'ai même fait largement au-dessus de 30 jours pour être sûr de tester un peu tout ce que je voulais tester. Et je vous ferai une vidéo là-dessus, justement sur mes retours. Globalement, pas mal de petits bugs et des bugs des fois assez embêtants, ce qui, selon moi, prouve que les cartes graphiques Intel DD ne sont pas encore tout à fait prête pour tout le monde, mais voilà, j'en parlerai plus dans la vidéo. Et en attendant, je teste un autre truc. Vous pouvez voir que là, c'est pas mon water cooling habituel. J'ai un air cooling parce que j'ai testé justement le petit bracket de Noctua qui permet de déplacer votre refroidissement Noctua de 7 mm, il me semble, ou même pas en fait. Très peu de distance pour justement mieux refroidir les processeurs AMD. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous aurez aussi une vidéo là-dessus. Et il y a d'autres trucs que je vais tester en tout genre. Il y a plus de tests que je veux faire. J'essaye d'ouvrir un peu plus mon esprit sur différentes façons que les gens utilisent leur PC aussi. Parce que moi, je suis en mode, oh, j'ai mon gros PC fixe et puis voilà. Mais il y a des personnes qui utilisent des plus petits PC, il y a des gens qui utilisent des PC portables, il y a des gens qui sont sur AMD, il y a des gens qui sont sur Nvidia. J'essaye de tester un petit peu tout, comme ça je m'ouvre plus l'esprit et ça me permet aussi de mieux juger des choses. Comment voulez-vous critiquer quelque chose, ça marche mieux quand je parle correctement, si vous ne l'avez même pas essayé en fait. Ça ne va pas. Donc j'essaye de justement tester à peu près tout et n'importe quoi. La première news de la semaine, c'est le fait que Disney va suivre l'exemple de Netflix sur l'interdiction du partage de compte, ou en tout cas la restriction de ce partage de compte, et aussi des mots de passe pour Disney+. C'est quelque chose qu'on s'attendait depuis pas mal de temps, parce que le truc c'est quand vous avez un leader du marché qui fait quelque chose, les autres ont tendance à suivre si ça fonctionne. Et là, Netflix a commencé à faire ça. Et le résultat, c'est que, il me semble avoir dit dans un précédent Texama Show, mais ça semble marcher. Ils n'ont pas vraiment perdu d'abonnés payants. Ils en ont même gagné sur certains marchés après avoir fait l'interdiction de partager son compte. Donc, quand vous avez Disney Plus qui voit ça, ils sont en mode « Ah, nous aussi, on va le faire. » Donc, ils devraient partager fin d'année ou début 2024 comment ils vont mettre ça en place, parce qu'évidemment, Netflix l'a fait d'une certaine manière, ça ne veut pas dire que Disney Plus va le faire de la même manière. Actuellement sur Netflix, je vous rappelle, c'est que vous devez revenir au domicile qui est considéré comme le domicile d'où le compte est associé au moins tous les 30 jours. Et du coup, vous pouvez continuer d'utiliser le compte Netflix. Donc ça permet même des personnes qui ont des familles recomposées, plutôt des familles séparées, de toujours utiliser le même compte. Donc par exemple, si
un enfant va chez son père une semaine et puis sa mère la semaine d'après, en toute logique, il peut toujours récupérer son compte ou se connecter toutes les 2 semaines et du coup garder son compte actif. Mais par contre, si vous êtes du genre à partager votre compte avec un membre de votre famille qui ne vit plus sous le même toit ou quelqu'un qui part aux études, par exemple, un étudiant qui part pendant plusieurs mois et ne revient pas à la maison, ben, eux, en particulier, ne peuvent pas justement continuer d'utiliser le compte Netflix. Donc on verra comment Disney Plus le fait. Peut-être qu'ils font la même chose. Vous avez un mois et puis après, c'est là que ça commence à être compliqué. Ou peut-être qu'ils vont faire moins en réalité. C'est tout à fait probable. On ne sait pas trop. Donc ça devra arriver bientôt. Et seul le temps nous dira si ça marchera. Mais si ça a marché pour Netflix, ça marchera forcément pour Disney Plus. Une chose est sûre, selon moi, si vous voulez la meilleure technique, honnêtement, les services de streaming, ce que vous faites, il y en a tellement maintenant. Si vous devez prendre chaque service de streaming, coûte beaucoup trop cher. Voilà ce que vous devez faire. Vous en prenez un seul. Vous regardez tout ce que vous voulez regarder dessus, et le mois d'après, vous résiliez, vous en prenez un autre, et vous regardez tout ce que vous voulez regarder dessus. Et comme il y en a tellement, il y en a plus d'une dizaine maintenant de services de streaming, le truc c'est que vous pouvez faire une boucle parfaite. Et donc, quand vous revenez au premier que, par exemple, Netflix, eh bien, il s'est passé 1 an pratiquement depuis, et du coup, le catalogue a évolué. Et du coup, vous pouvez regarder de nouvelles séries et continuer comme ça. Je sais que ça peut être compliqué parce que des fois, il y a une nouvelle série à la mode qui sort et puis tout le monde en parle, et vous allez devoir attendre. Mais si vous faites ça, honnêtement, ça vous permettra d'économiser beaucoup d'argent. Et vous pouvez toujours vous permettre de partager votre compte parce que même avec Netflix, la règle est d'1 mois. Donc, si vous partagez avec vos amis pendant 1 mois et que vous résiliez de toute façon à la fin du mois, ben en fait, ça ira. Il faut juste se mettre tous en accord, par contre. Et ça peut être le plus compliqué, je dirais. Ensuite, on a une mise à jour par rapport à tout ce qui se passe au niveau de Reddit. Et là, le site Gizmodo a fait un article qui... Le titre est assez parlant où ils disent que basiquement Reddit a gagné. Et c'est dû au fait qu'en fait, ces dernières semaines, le site, ou plutôt les administrateurs du site, ont banni des modérateurs de certaines communautés qui continuaient de protester contre, évidemment, tout ce qui se passe sur Reddit. Je vous rappelle que Reddit veut rendre leur API payante, ce qui basiquement tue toutes les applications tierces, qui sont pourtant très populaires parce que l'application de base Reddit est très mauvaise, et aussi n'a pas forcément toutes les options que les gens ont besoin. Et donc, beaucoup de subreddits ont commencé à protester. Le truc, c'est que là, Reddit, la façon dont ils ont choisi de gagner, c'est juste, oui, on va retirer les modérateurs, on va mettre des modérateurs qui sont copains avec nous, et on va aussi leur mettre la règle qu'ils doivent bannir tout ce qui parle de ces, justement, de ces personnes qui ont protesté, et puis on va faire comme si de rien n'était, on met tout sous la carpette, hein, et puis ça n'a jamais existé. Et donc, c'est comme ça que techniquement Reddit va gagner cette guerre en quelque sorte. Le seul problème, selon moi, pour Reddit, c'est que ils ont totalement, mais vraiment totalement, cassé toute confiance que les gens avaient en eux. Les gens qui utilisaient Reddit parce que des fois, ils n'ont pas d'autre endroit, et c'est là où ils ont leur communauté qu'ils aiment bien, mais ils savent très bien que les administrateurs Reddit ne sont, qui ne peuvent pas leur faire confiance, tout simplement. Donc, la confiance est clairement cassée. Personnellement, j'utilisais pas mal Reddit. Je regardais un peu tout sur Reddit. Maintenant, le seul subreddit que je continue de regarder, parce que je peux même plus utiliser mon application mobile qui a arrêté de fonctionner, c'était une application tierce, c'est le subreddit Minecraft. Et c'est tout. Rien d'autre. Donc, yep. Félicitations Reddit. Vous avez foutu en l'air votre site. Et certainement poussé des gens à commencer à faire des sites tierces qui vont en partie prendre votre marché. Évidemment, aucun ne remplacera peut-être Reddit, en tout cas pas de sitôt, mais ça ne changerait au fait que, selon moi, vous avez juste foutu en l'air votre site web. Et peut-être que ça passera, peut-être que tout ira bien, que vous allez pouvoir rentrer en bourse, parce que c'était ça aussi leur but, rentrer en bourse. Vous allez pouvoir vous faire plein d'argent, et puis après, justement, l'administrateur principal de Reddit, qui est Spez, pourra juste vendre ses parts dans l'entreprise et juste partir comme si de rien n'était. Mais en attendant, il aura foutu en l'air Reddit, quoi. Ensuite, on a une petite news de Backblaze qui est, pour information, c'est un hébergeur. Je ne sais plus exactement ce qu'ils se font en réalité, mais une chose est sûre, Backblaze a énormément de disques durs. Ils en ont 240 000 et 940.
pour être exact. Et du coup, ce qu'ils aiment bien faire, c'est tout simplement donner les taux de retour, les taux aussi de panne sur les disques durs qu'ils ont, et ça permet de voir un petit peu des fois des patterns émerger. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est toute leur liste de justement disques durs. Ils ont des 4 Tera, des 8 Tera, des 12 Tera, et puis ils en ont chez Seagate des 4, 6, 8 Tera. Et un truc qu'on peut voir, c'est que récemment, dans la dernière année, certains disques durs Seagate ont eu pas mal de pannes, genre même énormément. Par exemple, les 14 terabytes, ils en avaient 1458, ce qui est quand même pas mal. Parce que quand ils en ont 60, c'est pas très représentatif. Mais quand ils en ont 1458, là, ça devient beaucoup plus représentatif. Et ils ont vu que il y avait un taux justement de panne qui était de 10,25%. Après, c'est juste des chiffres. Et en fait, quand vous regardez un peu plus derrière les chiffres, vous vous rendez compte que c'est pas aussi grave que ça n'y paraît, donc ne commencez pas à vous dire « Oh non, je dois pas prendre de disque dur Seagate ». C'est des fois, surtout certains modèles très particuliers qui ont ce problème-là. Ça veut pas dire que tous les disques durs Seagate de 16 Tera ont le même problème. Ici, ils utilisent des disques durs en plus d'entreprise. Donc ce modèle-là en particulier, vous avez le modèle number ici, peut-être pas le meilleur. Mais ça permet de voir des patterns émerger. Et ça permet aussi des fois de voir que certains... et ça a été le cas par le passé, ça avait permis de découvrir que par exemple les 4 terabytes à une époque, parce que Backblaze fait ça depuis très longtemps, les 4 terabytes, on avait vu qu'il y avait un pattern qui émergeait où ils avaient des problèmes. Et personnellement, j'ai un NAS avec des 4 terabytes, et j'en ai eu un qui est mort, et il y a pas mal de gens qui ont eu des problèmes avec les 4 terabytes. Moi, ça a encore été en réalité. Ça a été corrigé depuis, la technologie a évolué, ils ont fait des fixes certainement au niveau des modèles, mais c'est juste pour montrer que des fois ça permet de voir des patterns émerger, et pas juste pour une compagnie, comme là c'est le cas avec Seagate, mais des fois vous avez toutes les compagnies en même temps qui ont des problèmes sur une capacité en particulier. Ici, je vous rassure, ça ne semble pas être le cas. Toshiba n'a aucun problème avec les 14 terabytes, aucun gros problème en tout cas, pas d'énormes problèmes aussi au niveau de... c'est Western... Non, Western Digital est tout en bas. Non, c'est juste Seagate qui semble avoir un problème en particulier avec ce modèle-là, mais pas de pattern qui pourrait être effrayant ici. Donc, parfois, si vous comptez acheter un disque dur, juste évitez ce modèle en particulier, puis vous devrez être pas trop mal. Maintenant, vous pourriez vous dire, les disques durs, c'est le passé. Moi, je suis passé au SSD. Il y a peut-être aussi des problèmes avec les SSD. Vous avez SanDisk en particulier qui a des problèmes avec leur gamme de SSD externe extrême. C'est ceux-là, comme vous pouvez voir. Et ça concerne pas mal des modèles, les 4 Tera, encore une fois, 2 Tera et 1 Tera. Et même Western Digital My Passport, apparemment. Et du coup, ce problème fait que le disque fonctionne bien. Et puis d'un coup, vous avez des problèmes d'écriture et de lecture, vous débranchez, vous rebranchez, et là, le disque est juste comme... Il est non formaté, et vous pouvez récupérer aucune donnée. Et donc, vous perdez tout ce qu'il y avait dessus. Et ça arrivé à pas mal de personnes, apparemment. Le problème, c'est que SanDisk n'a toujours pas vraiment répondu à ces problèmes-là. Ça suit évidemment à ce qu'on a eu, je vous rappelle récemment, avec aussi Samsung, qui a eu des problèmes avec leur 990 Pro, mais là, c'est encore différent. Il y a apparemment un firmware, donc un fixe qui avait été justement sorti pour ces disques durs SanDisk, mais justement quelqu'un de chez, il me semble, non, c'était pas chez Ars Technica, c'est The Verge, ils ont eu un remplacement, justement, un SSD remplacé qui devait avoir ce fixe, mais le disque est quand même mort. Et c'est pas juste genre, il meurt après avoir l'utilisé vraiment à fond. Non, il meurt des fois juste comme ça, après quelques semaines d'avoir été déballé, quoi. Donc c'est un énorme problème. Et ça vous montre, selon moi, un truc assez... C'est ça que je me dis, mais vous avez des sites comme The Verge, vous avez aussi Ars Technica qui ont eu ces problèmes-là, qui ont perdu des données, réellement. Et je suis en mode, qui travaille pour des publications qui sont quand même normalement... Ils s'y connaissent en tech. Qui de ces personnes se disent, je vais mettre toutes les vidéos que j'ai enregistrées récemment seulement sur ce SSD, comme ça, s'il meurt, je perds tout. Non, pour moi, c'est extrêmement stupide. Ne mettez jamais quelque chose de hyper important sur un seul SSD qui pourrait mourir. Une technique qui est très utilisée quand vous êtes dans la production vidéo, c'est que, par exemple, quand vous avez fini d'enregistrer une vidéo,
vous copiez les données de la carte SD de votre caméra sur, par exemple, un SSD externe si vous voulez l'utiliser en attendant. Mais vous copiez, vous ne coupez pas, collez, vous les copiez, vous les gardez toujours une copie sur les cartes SD. Et seulement quand vous l'avez mis à un endroit sûr, par exemple un NAS avec de la redondance ou autre chose, vous pouvez supprimer la copie qui est sur les cartes SD. Et même, il y a certaines personnes qui vont plus loin qui, tant que le projet vidéo n'est pas fini, tant que la vidéo n'est pas sortie, par exemple sur YouTube, ils ne suppriment pas les fichiers sur même la carte SD. Donc comme ça, s'il y a eu de la corruption, ça arrive des fois, vous copiez votre donnée, il y a une corruption qui arrive, la vidéo ne peut plus être lue correctement, j'ai eu le cas récemment, mais le truc c'est que si vous avez toujours gardé la copie originale, c'est pas grave, vous pouvez toujours aller rechercher la copie originale. Donc, ouais, juste pour dire que selon moi, c'est un énorme problème que ces SanDisk meurent, et SanDisk a intérêt à vraiment regarder au problème et remplacer les SSD qui sont morts, et je dirais même, honnêtement, essayer de récupérer les données des gens qui ont perdu ces données-là, parce que c'est pas une très bonne pub. Maintenant, moi, personnellement, je vois ça, je veux pas acheter un SSD SanDisk externe comme ça. Pas du tout. Je vais plutôt prendre d'une autre marque. Donc, ils ont intérêt à faire ça, mais aussi ces publications qui sont Ars Technica, The Verge et d'autres, faites des backups de vos données, mais qu'est-ce que vous faites, quoi? C'est quoi ça? Vous mettez tout sur un SSD et puis vous espérez que, j'espère que rien de mal se passera, hein? Et puis, le pire, c'est qu'ils ont eu un SSD qui est mort chez The Verge, ils en ont eu un remplacement, ils ont remis des données, ils ont mis 3 Tera apparemment de données dessus, et juste sur ce SSD, ils les ont perdus, ils se disent pas qu'il y a un problème, genre, tu t'es déjà fait avoir une fois, et tu refais la même erreur, quoi. Donc ouais, juste pour dire, il faut que je le fasse, ça fait depuis un moment que je dois le faire, mais je vais vous faire une vidéo sur comment faire des backups de données, et je peux vous le dire, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup d'argent pour arriver à avoir des backups de vos données. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des trucs hyper chers, des gros NAS ou autre chose. Vous pouvez avoir des solutions très simples en place qui vous permettent de juste éviter ce genre de situation. Donc ouais, je ferai ça très prochainement. Quand j'aurai le temps, il y a d'autres vidéos que je dois encore faire, par exemple le test sur le truc Noctua et tout ça, donc yep. Ensuite, nous avons les 7800 XT qui arriveraient très bientôt, après la RX 7900 GRE qui est sortie seulement en Chine, et qui aussi, il faut le savoir, vous pouvez la trouver en Europe, mais dans des PC. Donc vous avez tout le PC avec, donc pas forcément très pratique ici, à part si vous voulez tout un PC. Donc, il y a des news comme quoi, là, il y a des images qui ont leaké de la 7800 XT Red Devil de chez PowerColor, et comme vous pouvez voir, ça utilise, et j'ai une Red Devil 7900 XTX ici. Bon, vous la voyez pas trop, elle est un peu floue, mais c'est à peu près le même design, c'est juste qu'elle est moins épaisse, ça se voit. Elle fait un petit peu plus de 2 slots, alors que les Red Devil 7900 et 7900 XT, XTX et tout ça, elles font clairement 3 slots. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que selon moi, les cartes graphiques deviennent beaucoup trop grosses. Donc c'est des images qui ont l'air très legit, honnêtement. Donc c'est à peu près sûr que ça va arriver prochainement. Donc c'est une 7800 XT, elle aurait 16 Go de GDDR6, elle aurait 3840 stream processor, une fréquence qui peut aller jusqu'à un peu plus de 2,5 GHz. La mémoire est à 18 Gbps, un bus mémoire de 256 bits, et évidemment, elle est en PCI Express 4.0. Donc d'un point de vue pur spec, comme vous pouvez voir, elle se place derrière la fameuse RX 7900 GRE, et même pas mal derrière, en fait, surtout au niveau du nombre de stream processors. Elle a une fréquence de base de fonctionnement plus haute, mais elle profite aussi, ou plutôt, elle a le même bridage au niveau de la mémoire qui est à 18 Gbps, donc ça, il faudra voir. Le truc, c'est que il y en a qui vont regarder, ils se disent, elle a beaucoup moins de stream processors, donc elle va être beaucoup moins puissante. Pas forcément toute l'histoire ici derrière. Il y a aussi la fréquence de base et surtout la vitesse de la mémoire. Donc, moi, de ce que je vois ici, et beaucoup de gens sont d'accord pour le dire, c'est si ces specs sont vrais, et ça semble être le cas, ça ne va pas être la carte la plus intéressante au monde, parce que la RX 7900 GRE, elle n'est pas non plus hyper intéressante. Donc là, cette 7800 XT, honnêtement, je pense qu'elle sera plus performante qu'une 4070, mais elle sera en dessous d'une 4070 Ti. D'un point de vue spec, ça semble être
ça semble pointer vers ça. Après, elle sera certainement moins chère qu'une 4070 parce que la 4070, elle est au même prix qu'une 7900 XT. Donc, c'est pas un problème dans ce sens-là, mais je pense que beaucoup de gens s'attendaient à ce que la 7800 XT entre en compétition avec une 4070 Ti en coûtant moins cher. Donc là, AMD ne fait pas une énorme révolution au niveau du marché parce que je vous rappelle que la 6950 XT continue d'exister. C'est une bonne vieille carte qui consomme pas mal, mais elle est pratiquement aussi performante qu'une 4070 Ti en coûtant le même prix qu'une 4070. Donc en fait, AMD va sortir une carte qui existe déjà. C'est juste que la carte, évidemment, consommera moins. Elle sera un peu plus efficace en ray tracing, tout ça, mais c'est à peu près tout, en fait. Donc là, je dois bien avouer que, selon moi, Nvidia rend les choses très faciles pour AMD. Genre, actuellement, AMD n'a pas... Enfin, Nvidia sort des cartes graphiques tellement soit chères ou tellement avec des specs bridés que AMD a le marché libre. Et pourtant, AMD fait un peu la même chose, en fait. Ils font mieux, mais ils font un peu la même chose. Ils ne s'amusent pas à révolutionner le marché de la carte graphique, ce qui est, selon moi, un peu stupide, parce qu'ils pourraient prendre des parts de marché à fond en ce moment. Mais non. Et ils sont en mode, on va juste sortir de quelque chose d'un peu mieux, et puis voilà, ce sera pas mal. Au passage, il y a aussi des rumeurs apparemment que les RX 8000, qui sont basés sur RDNA 4.0, qui devraient arriver en 2024, en toute logique. Il y avait pas mal de rumeurs aussi là-dessus. Donc ça veut dire qu'ils arriveraient avant les RTX 5000, pourraient du coup être concentrés sur le marché milieu de gamme. Donc AMD pourrait juste éviter de tout simplement sortir des versions ultra haut de gamme au tout début et se concentrer vraiment sur le marché milieu de gamme. Selon moi, si ça se confirme, ce serait une bonne chose, honnêtement. Parce que le truc, c'est que c'est bien de faire une carte graphique qui coûte 1000 euros. Hein, ils se font pas mal d'argent là-dessus aussi parce qu'ils ont des marges plus importantes. Ça permet de montrer aussi aux gens qu'ils ont des cartes graphiques très puissantes. Mais le truc, c'est que la plupart des gens, et ça se voit encore une fois sur Steam Chart et tout ça, la plupart des gens achètent des cartes graphiques milieu de gamme. Et c'est là qu'il y a le marché. Et le truc aussi, c'est que c'est bien d'avoir les grosses cartes graphiques, mais ce que vous voulez surtout, et c'est ce qu'a Nvidia, c'est des parts de marché. Vous voulez avoir une plus grande part du marché, comme ça, les développeurs travaillent plus avec vous. Il y a plus de gens qui ont vos produits, donc vous avez plus de retours pour améliorer vos produits. C'est meilleur, c'est vraiment meilleur. En sortant des cartes graphiques milieu de gamme très puissantes, AMD pourrait justement capturer beaucoup plus de parts de marché. Et selon moi, c'est ce qu'il devrait faire. C'est ce qu'a un peu essayé de faire Intel avec la sortie de leur, évidemment, Arc A770 et A750 et tout ça. Bien évidemment, les cartes graphiques Intel ont encore besoin de travail, mais c'est ce qu'ils visent aussi. Et selon moi, c'est ce qu'il faut viser à l'heure actuelle, surtout quand Nvidia, clairement, est en train de dire « Oh, le milieu de gamme !» Non, le milieu de gamme, maintenant, c'est 900 balles. Ouais. Et le haut de gamme, maintenant, c'est 1600 euros. Nvidia, ils sont en mode, non, on a changé tout. En fait, le milieu de gamme, maintenant, on pousse tout vers le haut. Donc, le marché est libre. Il y a un énorme trou dans le marché à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de cartes graphiques qui sont bonnes pour le prix, mais le truc, c'est que ces cartes graphiques datent de 2-3 ans. Donc, en fait, il y a un vide qui s'est créé. C'est tout à fait possible de sortir une carte graphique maintenant même, pas juste en 2024, qui met la misère aux cartes graphiques qui sont à l'heure actuelle à 600, 400 euros. Et c'est ce que devrait faire AMD. Donc j'espère que ces rumeurs se confirment. Mais après, tenez en compte, leur stratégie avec les RX 7000 va à l'encontre de cette rumeur. Donc, qui sait. Au passage, une petite carte graphique toute mignonne est sortie. C'est une Gigabyte RTX 4060 qui est low profile. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas qu'elle est ultra longue ou autre chose. C'est vraiment, elle est très courte en fait, ou plutôt elle n'est pas très haute. Et donc c'est une carte graphique low profile qui rentrera en particulier, c'est ça qui est assez intéressant, dans les Dell Optiplex, qui ont justement des châssis low profile où vous ne pouvez pas mettre une carte graphique qui est aussi grande. Donc ça pourrait être intéressant. Après, tenez en compte que la RTX 4060 techniquement ne fonctionne qu'en x8. Même si elle semble avoir un slot x16, elle ne fonctionne qu'en x8. Donc, si vous la mettez dans un système en PCI Express 3.0, elle va faire du x8 3.0. Donc, ça pourrait brider ses performances. Après, comme elle consomme très peu, et il me semble que oui, ça se voit, il n'y a pas de
s'il y a un connecteur à l'arrière, j'allais dire, il y a un connecteur 6 pins à l'arrière, mais comme elle consomme quand même très peu et tout ça, c'est une carte graphique qui serait parfaite pour ce genre de marché. Donc, en vrai, bonne initiative de Gigabyte d'avoir sorti une version low profile. Ensuite, une petite news rapide pour vous dire que Steam a commencé à sortir des Steam Deck reconditionnés et c'est certifié par Valve, donc c'est pas Valve qui les reconditionne eux-mêmes, c'est certainement quelqu'un d'autre. Mais du coup, ils sont certifiés. Donc, ça veut dire déjà surtout que vous avez toujours la même garantie qu'un Steam Deck neuf. Ça, c'est plutôt cool. Et ils coûtent moins cher parce qu'ils sont reconditionnés. Donc, vous pourriez vous acheter le meilleur Steam Deck, celui de 512 Go, pour 539 €. Après, il me semble que c'est à peu près les mêmes prix qu'on a vu quand ils étaient en promotion récemment, pendant les Steam Sales. Mais, yep. Quoi qu'il arrive, vous pouvez en acheter pour moins cher si vous étiez intéressé par le Steam Deck. Malheureusement, le modèle de base 64 Go est épuisé, il n'est pas en stock. Ça aurait été le plus intéressant parce que 339 € n'est pas loin du prix d'une Switch pour quelque chose qui est, selon moi, meilleur qu'une Switch sur certains points, mais évidemment, d'autres points, pas forcément. Bref. Juste pour dire que si vous êtes intéressé, vous pouvez en avoir un. Tenez compte aussi que le Steam Deck est fait, c'est ça que j'aime bien avec le Steam Deck, comparé à la ROG Ally par exemple et les autres acteurs du marché, c'est que le Steam Deck est fait pour être réparé facilement. Donc vous pouvez changer à peu près toutes les pièces. Vous pouvez changer de joystick très facilement. Ils sont sur des PCB séparés. Vous pouvez même mettre des joysticks améliorés. Les joysticks qui n'utilisent pas la même technologie que les joysticks actuels, qui du coup ne souffriront pas de joystick drift. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y en a qui sont disponibles. Vous pouvez changer le SSD si vous voulez plus de SSD. Bon, vous pouvez pas changer la RAM parce que ça, c'est soudé sur la carte mère, mais c'est logique. Mais ouais. Personnellement, j'étais vraiment à deux doigts d'acheter un Steam Deck, mais j'attends le Steam Deck 2 parce que je sais que ça va arriver. AMD a sorti des nouveaux processeurs faits pour les consoles mobiles. Forcément, Valve va faire un Steam Deck 2 dans un futur plus ou moins proche et va aussi améliorer qu'est-ce qu'il y avait comme problème avec le premier Steam Deck. J'espère par exemple qu'ils vont mettre un meilleur système de refroidissement. J'espère que peut-être même qu'ils vont mettre directement les meilleurs joysticks et éviter d'utiliser des joysticks traditionnels. Un peu plus de RAM ne ferait jamais de mal. Ça, j'attends de voir ce que ça donne. Un plus de stockage de base aussi. J'attends de voir ce que ça donne. Je sens que ça va arriver dans un futur proche, mais je ne sais pas quand exactement. Ensuite, on a une news très scientifique ici, qui personnellement, je ne suis pas non plus un expert, je vais être très honnête. Il y a certainement des personnes sur YouTube qui vous parleront de ça en meilleur détail, mais c'est juste que récemment, vous avez dû le voir, il y a eu énormément de buzz sur le fait que des chercheurs coréens ont trouvé un moyen de faire un superconducteur qui fonctionne à température ambiante. C'est très important ça parce que les superconducteurs qui ont pas mal d'utilisations, par exemple dans les ordinateurs quantiques ou même dans des utilisations, par exemple, de transfert d'énergie sans aucune perte, c'est quelque chose que si on pouvait en avoir qui fonctionne à température ambiante, pourrait révolutionner certaines industries. Le problème actuellement des superconducteurs, c'est que vous devez les faire fonctionner à moins 200 et des degrés, genre très très froid, et du coup, forcément, ça semble logique, à une telle température, ça complique extrêmement les choses. Donc ici, ils auraient réussi à faire justement un superconducteur qui fonctionne juste à température ambiante. Donc, comment ils ont fait? Je ne vais pas expliquer parce que c'est très compliqué, mais basiquement, ils ont réussi à faire des cristals avec du plomb et en mettant sous pression et aussi avec une très haute température pendant une journée avec du cuivre. Ils ont réussi à en faire en sorte que, apparemment, il y a une réaction qui se crée et il y a du cuivre qui se met en partie dans ce cristal de plomb et donc ça donne des propriétés très étranges. Du coup, cette nouvelle substance, si on peut l'appeler, ce nouveau cristal, peu importe comment vous l'appelez, s'appelle LK99 et du coup a des propriétés qui sont, comme les chercheurs ont trouvé, d'intéressants. Donc le truc qu'il faut tenir compte jusqu'à maintenant, c'est que il y a des tests qui sont à l'heure actuelle faits. Il y a des laboratoires qui vont essayer de répliquer ce qui a été fait ici, parce que c'est pas hyper compliqué à fabriquer apparemment. Enfin, vous n'avez pas besoin mais déjà, vous n'avez pas besoin de refroidir à moins 200 degrés, donc ça simplifie beaucoup les choses. Donc, il y a des laboratoires qui, à l'heure actuelle, vont essayer de répliquer ce qu'ont trouvé ces chercheurs coréens. Il y a aussi des polémiques, par exemple le fait que vous avez un laboratoire en Chine qui a soi-disant répliqué
cette expérience et qui ont même posté une vidéo, mais en fait, le rechercheur a avoué que la vidéo était fake et qu'il avait juste fait ça pour l'attention. Mais c'est pas les rechercheurs originaux qui ont fait ça, donc il faut en tenir compte. Donc, il y a des laboratoires qui sont en train de mettre leurs mains sur ce fameux LK99, qui vont faire des tests. Il y en a qui ont déjà en partie testé, qui n'ont pas forcément trouvé les mêmes résultats. Visiblement, la structure de ce cristal pourrait justement montrer des signes de superconducteur, mais dans certaines conditions spécifiques. Il y a aussi le problème que quand la réaction arrive, et je ne sais plus où est la formule mathématique, il faut que je vous la retrouve, mais quand la réaction arrive, voilà la formule chimique plutôt. Donc vous pouvez voir plomb avec une masse de 10, je crois, moins X, du cuivre X. À chaque fois que vous voyez un X, c'est ce que vous pensez, c'est comme en mathématiques. On ne sait pas, il faut trouver le X. Et en fait, quand vous faites cette réaction, vous n'avez pas forcément la même quantité de cuivre à chaque fois. Et selon justement cette quantité de cuivre qui va se mettre dans les cristaux, peut-être que des fois, vous allez avoir les propriétés d'un superconducteur, et puis d'autres fois, il n'y en a pas assez, ou il y en a peut-être trop, et vous n'avez plus les propriétés d'un superconducteur. Donc, basiquement, il y a encore énormément de tests à faire. Si, et je dis bien si, ça se confirme être possible de faire un superconducteur qui fonctionne à température ambiante via ce LK99, encore une fois, ça pourrait révolutionner énormément de choses. Donc ça, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de scientifiques qui regardent ça avec énormément d'intérêt. Encore une fois, par exemple, vous avez les ordinateurs quantiques qui en profiteraient en particulier, et c'est justement un frein pour les ordinateurs quantiques. Si même on arrive à développer des ordinateurs quantiques, s'ils sont obligés d'être refroidis à moins 250 degrés, ça va limiter les endroits où on peut les mettre. Alors que si on peut les faire fonctionner à température ambiante, là par contre, ça pourrait donner des choses assez intéressantes. Il y a d'autres trucs à fixer, je tiens à le préciser, pour un ordinateur quantique. C'est pas juste des superconducteurs qu'il vous faut, il y a d'autres choses. Je le sais très bien, il y en a qui vont dire il y en a qui vont sortir leur clavier, mais c'est quand même une des parties qu'il faut. Et il y a aussi pas mal d'autres milieux qui profiteraient justement de superconducteurs. Un superconducteur a pas mal de propriétés, et aussi une de ses propriétés, je vous rappelle, c'est le fait qu'il y a zéro résistance au niveau du transfert d'électricité, et ça peut être hyper intéressant pour certaines utilisations. Bref, dans tous les cas, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire là-dessus, parce que je ne suis pas du tout un expert. Je vous conseille d'aller voir des vidéos justement spécialisées là-dedans si ça a piqué votre intérêt. Mais juste pour dire qu'il y a énormément de tests qui sont encore faits, il y a énormément d'inconnus là-dessus. Et ça peut être cool si ça se confirme tout ça, mais il faudra aussi, la prochaine étape, c'est même si on confirme, le LK99, oui, c'est un superconducteur à température ambiante, il faudra aussi trouver comment on le fabrique, comment on l'utilise, comment on fait ci, comment on fait ça, et ça, c'est tout aussi c'est même plus complexe que juste tester, voir si ça fonctionne. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Tech Ça Marche aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour de prochaines vidéos, notamment vous allez avoir la vidéo sur 30 jours après sur un GPU Intel. Je vais faire celle sur Noctua. J'ai aussi une vidéo sur Back Market, parce que Back Market a fait énormément de vidéos sponsorisées. Ils en font moins, il me semble, maintenant, mais ils en ont fait énormément de vidéos sponsorisées, et personnellement, je n'ai jamais accepté de trucs sponsorisés de leur part, et surtout, j'ai acheté des trucs sur Back Market, donc je vais donner mon retour en tant que client, ce que j'ai découvert, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc ouais, j'ai des vidéos qui arrivent, donc n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!